La guerre nucléaire hante notre monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Les craintes ont augmenté après avoir vu la dévastation à Hiroshima et Nagasaki, avec les États-Unis possédant presque la moitié des 13 000 têtes nucléaires estimées dans le monde. Cela pose la question de qui ils pourraient avoir dans leur ligne de mire. Quels facteurs complexes pèsent dans l'esprit du décideur lorsqu'il choisit des cibles nucléaires potentielles? Explorons le contexte historique de ce sujet critique, les calculs stratégiques, les dilemmes éthiques inévitables. Explorer ces aspects nous donne une vision plus perspective nuancée sur les cibles probables et le raisonnement derrière leurs décisions. Avant de savoir qui pourrait l'Amérique, même pour cibler, nous devons comprendre comment l'Amérique a atteint sa position actuelle. L'Amérique et ses alliés sont sortis victorieux après la Seconde Guerre mondiale, entrant dans une ère de tensions géopolitiques largement connue sous le nom de guerre froide. Pendant cette période, les États-Unis et l'Union soviétique se sont affrontés, dans une course aux armements, accumulant d'énormes stocks nucléaires. Les deux superpuissances ont élaboré des stratégies pour frapper les atouts de l'autre, y compris les villes, les installations militaires et les centres de contrôle. Parmi leurs stocks et leurs stratégies, les deux parties se sont engagées dans d'importants conflits régionaux connus sous le nom de guerre par procuration, comme la guerre soviéto-afghane. La guerre froide a conduit à un principe connu sous le nom de destruction mutuelle assurée, où les deux côtés rencontreraient la destruction si des armes nucléaires étaient utilisées. Cela signifiait que cibler les villes et les civils innocents était une option de dernier recours, car cela déclencherait inévitablement une réplique cataclysmique. Ce pas en arrière dans l'histoire nous donne une compréhension des cibles possibles d'un conflit nucléaire. Après la guerre froide, notre monde a été témoin des changements dans le paysage géopolitique. Ces déplacements ont incité à une réévaluation, s'écartant de la doctrine Mutual Assured Destruction de la guerre froide dans la stratégie nucléaire américaine. L'évolution de cette stratégie a donné lieu à un ciblage de contre-force. Ce changement représente un départ de la mentalité de la guerre froide et met davantage l'accent sur précision et adaptabilité. Le ciblage de contre-force vise les capacités militaires et l'infrastructure de leadership d'un adversaire. Il incarne le désir de minimiser les dommages aux non-combattants et aux civils innocents. Cette approche reconnaît les conséquences des dommages collatéraux et cherche à les atténuer. Des cibles militaires seraient-elles ciblées en premier? En ciblage nucléaire, il faut réfléchir à l'objectif: rendre impuissante l'infrastructure militaire d'un adversaire. Cette militaire multifacette, l'infrastructure contient des composants critiques allant de silos à missiles fortement fortifiés, à des bases aériennes tentaculaires et d'impressionnants docks navals. Ces installations constituent l'épine dorsale de la capacité d'un adversaire à lancer une contre-attaque dans l'événement terrifiant d'un affrontement nucléaire. Les États-Unis, en tant que gardiens de leur sécurité et de leur survie, soulignent la nécessité de neutraliser ces actifs stratégiques. L'objectif principal est d'établir un dissuasif significatif contre tout adversaire potentiel. En incapacitant la capacité d'un ennemi à riposter efficacement, les États-Unis cherchent à faire basculer le précaire équilibre des pouvoirs en sa faveur. C'est une entreprise à haut risque qui souligne la gravité et la complexité de la stratégie nucléaire, où chaque mouvement comporte des conséquences lourdes dans un monde imprévisible et effrayant. Et tandis que détruire les armes serait le coût 1, le coût 2 viserait le centre nerveux de toute l'opération. Dans le paysage complexe de la stratégie nucléaire, un autre aspect crucial est de perturber les systèmes de commandement et de contrôle d'un adversaire. Cela représente une considération pivot, car elle forme le centre nerveux d'une capacité de l'ennemi à organiser une réponse cohérente. Les États-Unis sont souvent contraints de réfléchir à la manière de saper la capacité de l'adversaire à orchestrer une riposte rapide et efficace. Cette entreprise va au-delà de la simple cible des actifs militaires. En frappant ces éléments, les États-Unis visent à jeter un pavé dans la machinerie de représailles de l'ennemi. Cette danse complexe vise de multiples cibles, dont les satellites de communication et les quartiers généraux militaires et des bunkers de haut rang. L'objectif est d'introduire le chaos dans la capacité de l'ennemi à répondre rapidement à une menace nucléaire. Cependant, ce type d'action doit être effectué avec des considérations significatives. Dans le domaine dangereux du conflit nucléaire, minimiser les dommages collatéraux est une préoccupation complexe et lourde à la fois d'un point de vue éthique et stratégique. Les États-Unis, à l'instar d'autres nations dotées de capacités nucléaires, se retrouvent aux prises avec un dilemme moral qui repose sur l'équilibre délicat entre les objectifs militaires et l'impératif incontestable de protéger les vies innocentes.
Alors que le monde a assisté à des avancées dans la technologie militaire, les États-Unis ne sont pas restés stagnants. Des systèmes de ciblage innovants et l'avènement de munitions guidées avec précision ont conféré une précision inédite à choix de cibles spécifiques. Ces avancées technologiques ont, en théorie, rendu possible de frapper chirurgicalement les actifs militaires tout en minimisant le risque pour les populations civiles. Cependant, cette précision apparente ne dissipe pas entièrement l'ombre des conséquences imprévues. Le danger des dommages collatéraux plane, projetant une ombre longue et inquiétante sur toute opération militaire, en particulier une de proportion nucléaire. C'est un rappel constant du paysage moral complexe que les décideurs politiques et les dirigeants militaires doivent naviguer. Cela souligne la gravité des décisions prises dans les salles de guerre où des vies sont en jeu. Dans un tel domaine, la recherche de précision n'est pas simplement un exploit technologique, mais un impératif moral, une reconnaissance de la profonde responsabilité que représente l'exercice du pouvoir immense, de l'armement nucléaire, ce qui à son tour pose la question quoi? Quel dilemme éthique découle de l'utilisation d'armes nucléaires? Le dilemme du décideur avec le ciblage nucléaire est le spectre hantant des dommages aux populations civiles. Ce dilemme éthique atteint son apogée lorsqu'on envisage de cibler des villes et des non-combattants, invoquant des questions fondamentales au cœur de notre humanité partagée. Au cœur de ce dilemme moral réside le principe de proportionnalité, un principe consacré dans les lois du conflit armé. Le principe insiste sur le fait que le préjudice infligé aux civils et aux sites non militaires ne doit en aucun cas dépasser l'avantage militaire obtenu. Il représente un rempart contre la violence indiscriminée et souligne la nécessité de maintenir l'équilibre. Les dimensions éthiques du ciblage des civils, en particulier dans la guerre nucléaire, continuent d'enflammer des débats passionnés et d'attirer de sévères critiques de la part des philosophes moraux, des experts juridiques et des citoyens concernés. Les arguments vont du principe de l'immunité des non-combattants qui suggère que les civils ne devraient jamais être intentionnellement ciblés, aux dures réalités de la guerre moderne, où la distinction entre les combattants et les non-combattants peut s'avérer extrêmement difficile. Les dilemmes éthiques entourant la cible des civils sont loin d'être abstraits ou théoriques. Ils ont des conséquences tangibles pour la vie des individus innocents et des communautés. La pure destructivité des armes nucléaires amplifie ces préoccupations, jetant une ombre encore plus sombre sur le paysage moral. Mais les civils ne sont pas les seuls qui peuvent être affectés par une explosion nucléaire. La guerre nucléaire pèse lourdement avec une prise de conscience profonde. Dans la réalité, les armes atomiques apparaissent non seulement comme des instruments de destruction massive, mais aussi comme des catalyseurs pour une dévastation environnementale à l'échelle mondiale. Au premier plan de ces préoccupations se trouve l'ombre menaçante des retombées radioactives. C'est un sous-produit insidieux des explosions nucléaires qui s'infiltrent dans l'atmosphère. Les retombées radioactives représentent une menace persistante pour la santé humaine, contaminant le sol, l'eau et l'air même que nous respirons. Les générations à venir peuvent porter le fardeau des maladies liées aux radiations, soulignant l'héritage intergénérationnel hantant de la guerre nucléaire. Pourtant, les conséquences environnementales ne s'arrêtent pas à la radiation seule. La force pure des détonations nucléaires crée des cicatrices durables sur le monde naturel. Les écosystèmes déjà aux prises avec le changement climatique et la destruction des habitats subissent de graves blessures. L'indifférence pour les frontières géopolitiques rend ces conséquences plus redoutables. Les répercussions de la guerre nucléaire, tant en termes de contamination radioactive que de bouleversements écologiques, ne connaissent pas de frontières. Mais avec ces points considérés, mais pas écartés, quelles sont les nations avec lesquelles les États-Unis sont les plus susceptibles de s'engager, et où au sein de ces nations, les États-Unis frappent? Lorsque nous contemplons le contexte mondial contemporain, une réalité significative et complexe se profile, la présence persistante de la Russie en tant que principal adversaire nucléaire des États-Unis affronté. La Fédération russe, avec son vaste arsenal nucléaire, émerge comme un concurrent redoutable. L'ampleur pure de l'arsenal nucléaire de la Russie sert de rappel de la gravité de la situation. C'est un arsenal raffiné et élargi au fil des décennies, reflétant la volonté de demeurer une superpuissance. Cette collection gigantesque d'armes nucléaires se présente comme un symbole de dissuasion, une force avec laquelle il faut compter et une réalité brutale que toute stratégie nucléaire doit prendre en compte. Dans le contexte grave d'une éventuelle cible, les États-Unis se concentreraient inévitablement sur les atouts militaires russes.
Ces atouts englobent un réseau complexe d'installations stratégiquement importantes, de bases navales et de centres de commandement redoutables situés dans les villes suivantes. Moscou est la première ville et la plus évidente que l'Amérique ciblerait très probablement en premier en cas de conflit hypothétique avec la Russie. Comme capitale et centre politique de la Russie, fédération, Moscou détient une immense signification symbolique et stratégique. Cibler Moscou perturberait le gouvernement russe et décapiterait ses dirigeants. Saint-Pétersbourg joue un rôle dans l'économie et la culture russe. Son emplacement sur la mer Baltique en fait un port important. Saint-Pétersbourg abrite aussi plusieurs industries russes comme la construction navale, l'aérospatiale et la fabrication. Attaquer Saint-Pétersbourg pourrait affaiblir les capacités économiques de la Russie et entraver sa production militaire. Kaliningrad revêt une grande importance stratégique en raison de ses installations militaires. C'est un poste crucial pour la Russie, lui permettant de projeter du pouvoir en région baltique. L'Amérique pourrait cibler Kaliningrad, perturber gravement les opérations militaires russes en Europe. Vladivostok est le principal port et base navale de la Russie sur l'océan Pacifique. Cibler Vladivostok en temps de guerre pourrait affaiblir la Russie dans la région Asie-Pacifique. Mourmansk est une ville importante dans le cercle arctique en raison de son importance dans l'Arctique russe. La ville abrite une base navale importante et sert de centre pour la navigation arctique et l'exploration des ressources. Étant donné l'impact de la région arctique, un conflit total pourrait voir la cible de Mourmansk pour limiter l'influence et le contrôle de la Russie dans la région. Ekaterinbourg, dans les montagnes de l'Oural, est une importante cité industrielle. Elle englobe des industries essentielles comme la métallurgie, la production de machines et l'infrastructure de transport. Viser Ekaterinbourg pourrait causer d'importants troubles, la capacité industrielle de la Russie et le flux de biens et de ressources du pays. En parlant de biens et de ressources, jetons un coup d'œil plus attentif à l'un des plus grands partenaires commerciaux et des plus grands adversaires des États-Unis. Alors que nous naviguons dans les courants changeants du paysage géopolitique mondial, il est évident que la Chine a émergé comme une force redoutable et en constante augmentation dans les capacités nucléaires. La croissance mesurée de l'arsenal nucléaire de la Chine l'a transformé en un acteur significatif sur la scène internationale, défiant l'ordre établi et remodelant les dynamiques de sécurité mondiale. Dans cette complexe toile de pensée stratégique émergent les décisions de ciblage. L'attention principale se porterait invariablement vers les grandes villes chinoises à valeur stratégique. En tant que capitale de la Chine, Pékin est un centre politique et économique et un hub militaire stratégique. Elle héberge le quartier général de l'Armée de libération du peuple et le Central, Commission militaire centrale. Cela en fait un centre de contrôle pour la défense et la sécurité du pays. Shanghai est une grande ville portuaire, avec des installations navales critiques et des chantiers navals qui la rendent stratégiquement importante pour la marine chinoise. Dans le sud de la Chine, Guangzhou est un hub naval et maritime, abritant la flotte de la mer du Sud de la marine de la Armée populaire de libération. Elle joue un rôle clé dans la stratégie maritime de la Chine en mer de Chine méridionale. Le quartier général du commandement du théâtre occidental est à Lanzhou. Il gère les frontières occidentales chinoises, incluant celle de l'Inde. L'île de Hainan en mer de Chine méridionale est cruciale pour ses installations militaires et son rôle dans les revendications maritimes chinoises. Malgré le fait que la Chine et la Russie se vantent d'avoir de grands arsenaux nucléaires propres, il suffit d'une petite poignée de bombes pour causer des dégâts considérables. C'est pourquoi ces deux prochaines nations sont également probablement ciblées. La Corée du Nord et l'Iran sont des acteurs notables, même si leurs arsenaux nucléaires sont bien moindres comparés à ceux des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Bien que ces nations puissent détenir substantiellement des arsenaux plus petits, ils émanent des menaces crédibles, exigeant vigilance et considération attentive aux États-Unis dans la stratégie nucléaire. La Corée du Nord pose un défi particulièrement difficile avec son penchant pour la rhétorique provocatrice et les essais de missiles. Les États-Unis doivent soigneusement peser la nature et maintenir la crédibilité de la menace et la stabilité en Asie de l'Est. Examinons certains objectifs potentiels. La capitale, Pyongyang, a une grande importance politique et militaire. Elle héberge des institutions gouvernementales et militaires, incluant le commandement de l'armée populaire de Corée. Kaesong, située près de la frontière intercoréenne, est une ville historique stratégiquement importante. Elle a été le lieu de discussions et de négociations intercoréennes. Il y a aussi des installations militaires à proximité. Wonsan est une ville portuaire sur la côte est de la Corée du Nord. C'est aussi une base navale substantielle pour la marine du peuple coréen. Sinuiju, à la frontière chinoise, est essentielle pour le commerce nord-coréen.
Elle possède un pont qui relie à la ville chinoise de Dandong, facilitant le commerce transfrontalier. Les ambitions nucléaires de l'Iran ont suscité des préoccupations internationales. Ils ont plusieurs villes américaines sur leur radar. Téhéran. En tant que capitale et plus grande ville d'Iran, Téhéran abrite des institutions gouvernementales et militaires. Cela comprend le ministère de la Défense, la logistique des forces armées, l'état-major général et les centres de décision de la défense et de la sécurité du pays. Ispahan est une ville avec une forte présence militaire. La base aérienne d'Ispahan accueille des avions de chasse et de transport, ainsi que des installations nucléaires, comme l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz. Bandar Abbas abrite des installations navales sur la côte sud de l'Iran, y compris la principale base de la marine iranienne et les installations navales du Corps des gardiens de la Révolution islamique, ou Corps des gardiens de la Révolution islamique. Bushehr abrite la première centrale nucléaire de l'Iran, la centrale nucléaire de Bushehr, une installation militaire essentielle et sensible. En plus des menaces de ces nations et de leur capacité nucléaire, il y a d'autres armes à leur disposition. De nuisibles risquant de créer des problèmes aux États-Unis à prendre des mesures. Dans le paysage en évolution de la guerre moderne, les frontières du conflit ont transcendé l'engagement militaire traditionnel. Ici, un nouveau champ de bataille émerge, où la guerre n'est plus limitée au déploiement de troupes et à l'utilisation d'armes conventionnelles. La guerre s'est plutôt étendue dans le domaine numérique, donnant naissance à l'ère de la cyberguerre. Dans ce paradigme transformé, les États-Unis, comme d'autres nations, sont confrontés au défi d'intégrer ces capacités en évolution dans leur cadre stratégique global et leurs décisions de ciblage. La cyberguerre est apparue comme un outil puissant dans l'arsenal moderne. L'armement conventionnel guidé offre précision et flexibilité, requis pour viser les actifs militaires avec un dommage collatéral moindre. Incorporer ces capacités dans le calcul stratégique devient impératif, reflétant la nature dynamique de la guerre contemporaine. Les décideurs doivent lutter avec des considérations multifacettes, y compris le développement de défenses cybernétiques pour protéger les actifs nationaux, les implications éthiques des opérations cybernétiques et l'interaction complexe entre les processus cybernétiques et cinétiques. Les États-Unis se trouvent à la croisée de ces problèmes complexes, naviguant dans l'intégration de la cyberguerre et des armes conventionnelles guidées avec précision dans sa boîte à outils stratégique. Cela illustre la nature transformative du conflit moderne, ère où les nations doivent s'adapter et innover pour protéger leurs intérêts tout en respectant les principes éthiques qui sous-tendent les lois du conflit armé. Dans ce paysage multifacette, la prospective stratégique et l'adaptabilité restent primordiales alors que le monde lutte avec l'évolution constante du visage de la guerre. Alors, avec autant de formes de combat disponibles, comment peut-on empêcher les nations de déclencher l'apocalypse ? Dans le paysage complexe de la sécurité internationale, les accords de contrôle des armements se présentent comme des phares de diplomatie et de coopération. Un exemple remarquable est le nouveau traité de réduction des armes stratégiques, symbole des efforts collectifs des nations. Le traité favorise la stabilité mondiale pour atténuer les risques associés aux arsenaux nucléaires. L'objectif principal de ces accords est de plafonner le nombre d'armes nucléaires déployées et de favoriser la transparence parmi les pays armés nucléaires du monde. État. Au fond, les accords de contrôle des armements reflètent une reconnaissance partagée que la prolifération incontrôlée des armes nucléaires pose une menace existentielle pour l'humanité. En limitant la taille et le déploiement des arsenaux nucléaires, ces accords contribuent de manière significative à redéfinir les choix de ciblage dans le domaine nucléaire. Les contraintes qu'ils introduisent encouragent un passage d'une puissance de feu massive à un ciblage plus sélectif et discriminant, soulignant l'importance de la précision et minimisant les dommages collatéraux. De plus, les accords de contrôle des armements ajoutent une dimension critique de prévisibilité. Ce calcul stratégique. Des mesures transparentes, comme les échanges de données et les inspections sur site, fournissent aux États nucléaires des renseignements sur les capacités et intentions mutuelles. Cette transparence réduit les malentendus, les erreurs de calcul et l'escalade involontaire potentielle lors des crises. Ainsi, les stratégies de ciblage sont informées par une compréhension plus complète des capacités de l'adversaire, réduisant ainsi le risque de conflit involontaire. Dans ce contexte, le concept de dissuasion prend une place centrale. La dissuasion, ou la simple menace de représailles nucléaires dissuade les adversaires potentiels de prendre des actions hostiles, reste un moteur significatif dans l'élaboration des stratégies de ciblage. Les accords de contrôle des armements complètent la dissuasion en établissant les règles du jeu,
en fixant des limites à l'escalade et en fournissant un cadre pour la gestion des crises. Ce faisant, il renforce la crédibilité de la dissuasion nucléaire tout en limitant les scénarios dans lesquels elle peut être utilisée. Les accords de contrôle des armements sont essentiels pour la sécurité mondiale, influençant fortement les choix de cibles des États nucléaires. Ils soulignent la responsabilité partagée des nations pour atténuer les risques catastrophiques associés aux armes nucléaires et promouvoir la stabilité dans un monde incertain. Dans cet équilibre délicat entre désarmement, transparence et dissuasion, le monde cherche à tracer une voie vers l'avant, un avenir où la menace de conflit nucléaire est diminuée et l'impératif de sauvegarder l'humanité prévaut finalement. La question de qui les États-Unis pourraient cibler dans une guerre nucléaire est une dilemme multifacette, un dilemme qui est tissé dans le tissu de l'histoire, des considérations stratégiques, de l'éthique et du paysage mondial en constante évolution. Alors que les installations militaires et les centres de commandement monopoliseraient probablement la vedette, l'impératif moral de minimiser les dommages collatéraux et d'épargner les vies civiles reste un défi redoutable. Dans un monde aussi interconnecté que jamais auparavant, les répercussions de la guerre nucléaire transcendent les frontières, affectant non seulement les combattants, mais aussi les civils innocents et même la planète elle-même. Par conséquent, les décideurs politiques et les citoyens doivent s'engager dans des discussions réfléchies sur l'éthique et les ramifications stratégiques du ciblage nucléaire. Finalement, l'objectif principal est d'éviter l'utilisation des armes nucléaires dans leur ensemble, conscient des conséquences catastrophiques qu'elles entraînent pour l'humanité et notre planète fragile. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous.